J'ai vu le journal intime de ma petite amie ouvert. Ce que j'y ai lu a tout changé. J'ai pris des photos, j'ai fait mes valises et je suis parti. 2 jours plus tard, elle est entrée dans mon appartement vide en criant mon nom. J'ai 29 ans et je suis un homme d'habitude. J'aime mon café noir, mon espace de travail bien organisé et ma vie prévisible. C'est peut-être pour ça que je n'ai rien vu venir. Ou peut-être, en y repensant maintenant, que je ne voulais tout simplement pas voir. Ma petite amie, Chloé, 27 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans. Elle est vive, spontanée, du genre à te convaincre d'acheter un billet pour une destination inconnue à 2 heures du matin. Je pensais qu'elle était le yin chaotique et magnifique de mon yang calme et structuré. Je l'aimais. Je croyais, sincèrement, que je l'aimais. Vendredi dernier, elle est partie passer un week-end dans un spa avec ses amis. Elle courait partout, préparant ses affaires dans un tourbillon de parfums et d'énergie frénétique. Je l'ai embrassée avant son départ, lui ai dit de bien s'amuser et me suis préparé à passer un week-end tranquille avec mes projets et mes jeux vidéo. Tout semblait normal. Vers 20 h, je suis allé dans notre chambre chercher un chargeur. C'est là que je l'ai vu. Son journal intime, un magnifique carnet en cuir que je lui avais offert pour notre 2e anniversaire, était ouvert de son côté du lit, sur une page manifestement écrite à la hâte. Mon premier réflexe a été de le refermer. Je ne suis pas du genre à fouiner. Je crois en la vie privée. Mais quelques mots ont attiré mon attention. Mon nom. Et à côté, celui de Marcus. Marcus était son ex. Celui qu'elle avait juré n'être qu'un bon ami. Celui dont elle m'avait toujours dit que je n'avais pas à m'inquiéter. Mon estomac s'est noué. Je n'aurais pas dû faire ça. Chaque fibre de mon être me criait de ne pas le faire. Mais j'ai pris le journal et j'ai lu. Ce n'était pas juste une page. C'étaient des mois d'écrits. Un récit détaillé et chronologique de sa double vie, rédigé de sa belle écriture arrondie. Liam est tellement merveilleusement prévisible, disait l'une des entrées. Il travaillera sur ce stupide portfolio de design tout le week-end. Moment parfait pour passer un vrai week-end avec eux. Ce week-end au spa était en réalité un voyage avec Marcus. Les photos de Mimosa qu'elle m'avait envoyées plus tôt provenaient d'un voyage qu'ils avaient fait l'année précédente. Une simple recherche inversée d'images sur mon ordinateur a tout confirmé. Et c'était pire. Bien pire. Elle ne me trompait pas seulement. Elle menait une véritable escroquerie à long terme. Et j'étais la victime. J'étais la face stable. Mon emploi stable, mon bon salaire et l'appartement dont je payais environ 70% du loyer, parce que je gagnais plus, n'était pour elle qu'un tremplin pratique. Marcus, un entrepreneur freelance chroniquement sans emploi, avait besoin de temps pour remettre sa vie en ordre, et moi, je payais les factures pendant cette période d'attente. Le coup de grâce, c'était le plan financier. J'économisais activement pour payer la compte d'une petite maison. Je lui en avais parlé, enthousiaste, lui montrant des annonces et planifiant notre avenir ensemble. Elle semblait si heureuse, les yeux brillants d'excitation fausse, comme je l'ai découvert plus tard. Dans son journal, elle appelait ma future maison de rêve la boîte beige ennuyeuse. Elle écrivait que, dès que j'aurais atteint mon objectif d'épargne dans environ 2 mois, elle me convaincrait d'investir la moitié, environ $30 000, dans une agence de marketing boutique. Selon le journal, cette agence serait codétenue par elle et Marcus. Liam est tellement prévenant, il tombera pile dans le panneau, écrivait-elle. Il pensera construire un avenir avec moi. Une fois l'argent sur le compte de l'entreprise, M et moi pourrons enfin avoir notre propre endroit et je pourrai me débarrasser de ce poids mort. C'est un plan infaillible. Il y avait des détails sur ma famille, sur la façon dont elle avait charmé ma mère, qui est malade, uniquement pour renforcer sa position. Elle décrivait la maladie de ma mère comme une façon pratique de passer pour une sainte. Elle s'était moquée d'un cadeau que j'avais offert avec amour, un tableau avec la carte du ciel de la nuit où nous nous étions rencontrés. Elle disait qu'elle le rangeait dans le placard et en riait avec Marcus. Je n'ai ressenti ni colère ni tristesse. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché dans ma tête. Le monde est devenu silencieux et tranchant. Toutes les petites incohérences, les nuits tardives au travail, les appels secrets, se sont assemblés avec une clarté horrible. J'ai remis le journal à sa place. J'ai pris mon téléphone et, d'une main ferme, j'ai pris des photos nettes et haute résolution de chaque page des 6 derniers mois. J'ai veillé à ce que les dates soient bien visibles.
J'ai tout sauvegardé sur le cloud, dans un dossier sécurisé séparé, puis sur une clé USB cryptée. Ce journal était ma preuve, et je ne comptais pas le perdre. Ensuite, j'ai commencé à faire mes valises. Pas tout, seulement l'essentiel. Mes vêtements, mon ordinateur et mon matériel de travail, la montre de mon grand-père, mes livres préférés, les photos de mes amis et de ma famille. J'ai laissé ces affaires. Toutes. Les vêtements de luxe que j'avais achetés, les bijoux, les meubles que nous avions choisis ensemble. Tout est resté là, pour l'instant. J'ai chargé la voiture calmement et méthodiquement. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui avait autrefois été notre foyer. Il était vide à l'intérieur. Il ressemblait à un décor construit pour une vie qui n'avait jamais été réelle. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, à 2 heures de route. Je n'ai pas appelé avant. Je me suis simplement présenté. Mon père a ouvert la porte, a vu mon visage et les valises à mes pieds, et a simplement hoché la tête. Une compréhension silencieuse est passée entre nous. Il m'a aidé à rentrer mes affaires sans dire un mot. Pendant 2 jours, j'ai ignoré ses messages. Les petites « tu me manques, mignon », les photos recyclées de cocktails. Puis sont venus les « tu vas bien, pourquoi es-tu si silencieux ?» Ensuite, les messages agacés, Liam, décroche le téléphone. Ce matin, les appels désespérés ont commencé. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie. Et il y a environ 1 heure, mon ancienne voisine, une dame très gentille nommée Carole, m'a envoyé un message. « Jeune homme, il y a une femme qui crie ton nom dans le couloir devant ton ancien appartement. Tout va bien ? Je connais Chloé. Elle n'aurait jamais pris les devants. Elle aurait attendu que je sois là, comme un petit chien perdu, à l'attendre. Découvrir l'appartement à moitié vide, me voir disparu sans laisser de traces, ça a brisé tout son scénario. Mon téléphone explose d'appels d'elle, de sa mère, de ses amis. Je n'ai répondu à aucun. Je suis simplement là, en train de boire un café bien fort préparé par mon père, et de me préparer pour le prochain acte, parce que je sais qu'il arrivera. Et cette fois, je suis prêt. Mise à jour 1. La tempête a vraiment éclaté. Merci pour tout votre soutien et vos conseils. C'est rassurant de savoir que je n'exagère pas. Les cris dans le couloir n'étaient que l'ouverture. Après avoir compris que je n'étais pas là, Chloé a utilisé sa clé. La vision de la moitié de l'appartement vide, de mon bureau entièrement vidé, l'a apparemment mené à un effondrement total. Mardi dernier, j'ai enfin décroché son appel. Il était temps d'établir une première limite. Liam, où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? La moitié des affaires a disparu. Ma télé a disparu. J'ai pris note. Elle a parlé de sa télé. La même que j'avais payée avec mon dernier bonus. Le reçu est dans mon email. J'ai gardé une voix calme. Neutre. J'ai déménagé, Chloé. Déménager ? De quoi tu parles ? Tu ne peux pas juste déménager. On habite ici. Tu devais venir me chercher à la gare. Le niveau de sentiment de droit était sidérant. Ce n'était pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» mais « tu as perturbé ma routine ». J'ai lu ton journal, ai-je dit dans le silence qui a suivi. C'était comme actionner un interrupteur. La colère frénétique a disparu, remplacée par une fureur froide et tranchante. Tu as fouillé dans mes affaires personnelles. C'est une violation totale de ma vie privée, Liam. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Et moi, je n'arrive pas à croire que tu prévoyais de me soutirer 30 000 $ et de t'enfuir avec Marcus, ai-je répondu, sur le même ton glacé. On dirait que nous avons tous les deux des déceptions. La ligne est restée muette pendant une dizaine de secondes. Puis est venu le gaslighting. Leçon magistrale. Elle a affirmé que je déformais ses mots, que le journal n'était que de la fantaisie, une manière de traiter ses émotions. Elle a dit que Marcus n'était qu'un ami soutenant son rêve d'ouvrir une entreprise, et que j'étais insécurisé et contrôlant. J'ai des photos de chaque page, Chloé. Chaque mot. C'est tout ce que j'ai dit. C'est alors que sa mère est entrée dans l'appel. Apparemment, le téléphone était sur haut-parleur. Madame Davison n'a pas crié. Elle a employé ce ton déçu et condescendant qui m'a toujours fait frissonner. Liam, c'est incroyablement immature, a-t-elle dit. Quoi qu'il soit écrit là-dedans, tu dois agir en homme. Reviens et parle-en. Ma décision était déjà prise.
Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu. C'est là que j'ai fixé la première conséquence réelle. J'ai parlé au gestionnaire de l'immeuble ce matin. J'ai déjà remis mon préavis officiel de 30 jours pour mettre fin au bail, conformément au contrat de location. Comme ton nom figure aussi sur le bail, tu as deux options, soit tu prouves des revenus suffisants pour garder l'appartement seul, soit tu donnes ton préavis aussi et nous quittons tous les deux d'ici la fin du mois prochain. À toi de choisir. Chloé est revenue sur la ligne en hurlant. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne peux pas payer cet endroit toute seule. Ça ressemble à un problème qui te concerne, pas moi, ai-je répondu calmement. Et mes affaires? A-t-elle grondé. Notre loyer est payé jusqu'à la fin du mois. J'ai encore un accès légal à l'appartement. Hier, pendant que tu étais au travail, j'ai engagé une entreprise de déménagement. Toutes tes affaires, vêtements, meubles, tout ont été soigneusement emballés et déposés dans un garde-meubles climatisé de 3 fois 1,5 mètres, un endroit très bien, d'ailleurs. Le silence a été profond. Je pouvais presque entendre les rouages dans sa tête tenter de traiter cette rupture totale du plan. Tu as fait quoi? Je vais t'envoyer l'adresse et la clé, ai-je poursuivi. Dès que tu m'auras payé ta part des 3 derniers mois de loyer et des factures que tu as oublié de régler, ainsi que le coût des déménageurs et le premier mois de stockage. Le total s'élève à 3121,58 $ US. Je t'enverrai une facture détaillée par message. Dès que l'argent sera sur mon compte, la clé sera à toi. Elle a commencé à bégayer. Elle m'a accusé de vol, de retenir sa propriété en otage. Ce n'est pas du vol, Chloé. C'est une garantie. Tu récupéreras tes affaires quand tu auras soldé tes dettes. Et j'ai raccroché. Le lendemain, la campagne de diffamation a commencé. Des publications vagues sur les réseaux sociaux à propos d'échapper à une relation contrôlante. Marcus apparaissant dans les commentaires avec des messages de soutien. J'ai été tenté, je ne vais pas mentir. Pendant un instant, j'ai voulu en finir et publier les pages du journal. Mais ce n'est pas le plan. Le plan, c'est de tout démonter lentement et méthodiquement. Ils pensent que ce n'est qu'une rupture brouillonne. Ils n'ont aucune idée que c'est un audit. Mise à jour 2. La pression monte et leurs tactiques deviennent de plus en plus désespérées. D'abord, l'histoire du garde-meuble. Chloé et sa mère ont fait exactement ce que j'avais prévu, elles sont allées sur place et ont fait un scandale en exigeant l'accès. Le responsable, un certain Dave, m'a appelé alors qu'elles étaient encore là. Je pouvais entendre sa mère en arrière-plan crier. Il a volé ses affaires. J'ai expliqué calmement à Dave. L'unité est à mon nom et a été payée par moi. Le contenu fait partie d'un litige civil concernant une dette importante non réglée. Mademoiselle Davison peut y avoir un accès total dès qu'elle s'en acquittera ou présentera une ordonnance du tribunal. Dave, qui gère des situations chaotiques tous les jours, n'a pas été impressionné par le drame. Il leur a dit exactement cela. Madame, il s'agit d'un différend civil. Le contrat est au nom de Monsieur Kent. Je ne peux pas autoriser l'accès sans sa permission écrite ou une ordonnance judiciaire. Si vous continuez à provoquer des troubles, je devrais vous demander de quitter les lieux. Elles sont parties, mais pas avant que Chloé ne hurle qu'elle allait appeler un avocat, et elle l'a fait. Son père en a engagé un. J'ai reçu une lettre remplie de menaces et de jargon juridique, m'accusant de saisie illégale de biens et de causer une détresse émotionnelle. Ils exigeaient la restitution immédiate de ses affaires et le paiement de 5000 $ US, faute de quoi ils m'assigneraient en justice. Ils essayaient de m'intimider, espérant que je cède. Mais cela a été le coup de pouce dont j'avais besoin pour lancer l'acte 2. Cela n'a jamais eu grand-chose à voir avec les meubles ou les diffamations sur les réseaux sociaux. Cela a toujours été à propos des 30 000 $. Dans son journal, Chloé avait mentionné l'investisseur ciblé, Monsieur Alistair Finch, un investisseur providentiel semi-retraité, issu d'une famille riche, connu pour son esprit affûté et son obsession pour l'intégrité personnelle. Mon premier email à son entreprise a été une approche subtile, un message soigneusement rédigé et professionnel. J'ai reçu une réponse générique de 2 lignes d'un assistant, me remerciant pour mon contact. Un refus poli. Ils reçoivent probablement des messages de fou tout le temps et comptaient là-dessus. Chloé et Marcus ont probablement ri, pensant que l'ex-fou avait tenté sa chance et échoué. Mais j'avais déjà prévu qu'un seul email ne suffirait pas. Je devais contourner les gardiens. Je devais placer les preuves physiques directement entre les mains de Finch.
J'ai pris la clé USB cryptée contenant les photos haute résolution du journal et je l'ai placée dans une petite enveloppe matelassée. J'ai rédigé une lettre formelle et directe. Cher Monsieur Finch. En référence à mon email auquel votre bureau a répondu, je comprends que la nature non vérifiable de mon affirmation a pu entraîner son rejet. Cependant, compte tenu des implications financières et éthiques considérables, je me sens obligé de fournir la preuve documentaire mentionnée. Le support joint contient des photographies des documents originaux qui révèlent l'intention frauduleuse derrière la proposition commerciale qui vous a été présentée par Chloé Davison et Marcus Thorne. Je fais confiance à votre discrétion concernant cette affaire délicate. Ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Sincèrement. Liam Kent. Je n'ai pas envoyé la lettre à son bureau. J'ai payé un service de messagerie professionnelle, de ceux qui garantissent une livraison directe et personnelle au destinataire nommé. C'était cher, mais c'était une partie cruciale du plan. Je l'ai envoyé directement à la résidence privée de Monsieur Finch, dont j'ai trouvé l'adresse grâce au registre public de propriété. C'était une manœuvre agressive et risquée, mais la lettre de leur avocat m'avait montré qu'ils jouaient dur, alors moi aussi. Le colis a été livré il y a 2 jours. Le livreur m'a envoyé une preuve de livraison avec signature. Maintenant, j'attends. Mise à jour finale. C'est terminé. Tout ce château de cartes ne s'est pas seulement effondré, il a été balayé par un ouragan qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Le paquet envoyé à Monsieur Finch a porté ses fruits. Un homme comme lui n'arrive pas à ce niveau en ignorant un avertissement direct, documenté et livré à sa propre porte. Les conséquences n'ont pas été immédiates, mais elles ont été totales. Environ 2 semaines après l'envoi du colis, un ami travaillant dans la finance m'a raconté certaines rumeurs qui circulaient. Monsieur Finch n'a pas seulement retiré son investissement, il a discrètement signalé Marcus et Chloé dans son réseau professionnel. Il n'a pas colporté de ragot, il s'est simplement contenté de faire savoir que, lors d'un récent processus de diligence raisonnable sur leurs propositions, des irrégularités éthiques et financières significatives avaient été découvertes, les rendant inacceptables comme partenaires d'investissement. Dans ce milieu, c'est une condamnation à mort. Leur rêve est mort. L'explosion de leur relation était inévitable. Sans argent en vue, Marcus a cessé de voir Chloé comme sa partenaire et a commencé à la voir comme la cause de l'échec. En moins d'1 semaine, il est parti, la laissant seule pour ramasser les morceaux. Cela l'a conduite à son prochain problème, l'appartement. Après mon départ et avec le propriétaire restant ferme sur sa position, elle n'avait plus les moyens de payer le loyer. Elle a reçu un avis d'expulsion. Je pense que c'est ce qui a finalement fait éclater la bulle protectrice de ses parents. Ce n'était plus un problème abstrait. C'était une crise réelle, logistique et financière. Il y a 2 semaines, un chèque de banque d'un montant exact de 3121,58 $ US est arrivé dans la boîte aux lettres de mes parents. L'adresse de l'expéditeur, la maison des parents de Chloé. Pas de mots, pas de message. J'ai encaissé le chèque et, dès qu'il a été validé, je suis allé au garde-meubles, j'ai mis la clé dans une enveloppe et l'ai envoyée à leur adresse. Là encore, sans mots. C'était simplement une transaction. Affaire classée. La semaine dernière, le dernier chapitre s'est déroulé. Le père de Chloé m'a appelé. Je m'attendais à de la colère, mais sa voix n'exprimait que de la fatigue. Il m'a dit que Chloé retournait vivre chez eux. Il a ajouté. Engager cet avocat a été une erreur stupide, commise sous le coup de l'émotion. Puis il a demandé. Monsieur Kent. Liam, ma fille est un désastre, et j'ai perdu beaucoup d'argent entre ses dettes et cette expulsion. J'ai besoin de savoir, est-ce qu'une partie de tout ça a été réel? Je ne me suis pas moqué de lui. J'ai simplement dit la vérité. Je lui ai tout raconté, le journal, le plan pour voler mes économies, les moqueries sur ma famille. J'ai terminé en disant. Tout ce que j'ai fait, monsieur, c'est refuser d'être la première victime de leur affaire. Tout ce qui s'est passé ensuite est la conséquence de leurs choix exposés à la lumière du jour. Il y a eu un long silence. Puis il a poussé un soupir lourd et fatigué. Elle a brûlé le journal, a-t-il dit. Elle affirme que vous avez tout inventé. Mais un homme n'engage pas une entreprise de déménagement et un service de messagerie pour un simple malentendu. Merci pour votre honnêteté. Et il a raccroché. J'ai vu Chloé une seule fois depuis, de loin, il y a quelques jours. J'étais dans un café du centre-ville. Elle est passée devant la fenêtre. Elle avait l'air diminué.
L'énergie vibrante et spontanée qui m'avait autrefois séduit avait disparu. Ce n'était plus qu'une personne regardant son téléphone, les épaules affaissées, l'air fatigué et en colère contre le monde. Nos regards ne se sont pas croisés. J'ai ressenti une étrange petite pointe. Ce n'était ni de la pitié ni du regret. Peut-être simplement la triste reconnaissance d'un passé qui n'avait été qu'une imposture totale. La fermeture d'un livre que je n'aurais jamais dû ouvrir. Quant à moi, je vais bien. La boîte beige ennuyeuse, pour laquelle j'économisais est maintenant mon foyer. J'en ai finalisé l'achat le mois dernier. Elle est petite, elle m'appartient et elle est remplie de mes affaires. Mon stupide portfolio de design m'a valu une promotion avec une belle augmentation de salaire. J'ai renoué avec mes amis. Je passe mes week-ends avec ma famille. Ma mère va mieux et, la semaine dernière, elle m'a dit. Je n'ai jamais eu confiance en ce sourire, mon chéri. Il n'atteignait jamais ses yeux. Les mères savent toujours. L'autre jour, en déballant un carton, j'ai retrouvé cette carte du ciel encadrée que j'avais faite pour Chloé. J'ai presque failli la jeter, mais au lieu de ça, j'en ai retiré l'image et l'ai remplacée par une nouvelle, un design simple, épuré, avec une phrase. La vérité vous rendra libre, mais d'abord, elle vous mettra en colère. Je l'ai accrochée dans le couloir de ma nouvelle maison. C'est la première chose que je vois en entrant. Un rappel que ma vie prévisible et structurée est aussi honnête. Elle est réelle. Et après 3 ans passés à vivre dans un mensonge magnifiquement construit, le réel n'a jamais eu aussi bon goût. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour moderne, ou je t'aimerai pour toujours veut en réalité dire jusqu'à ce que ton compte bancaire soit vide. Chloé voulait jouer à l'arnaque sentimentale, mais elle a oublié une petite chose, quand on construit un empire sur des mensonges, il suffit d'une seule vérité pour tout faire s'effondrer. Au final, elle a perdu l'argent, l'homme, et même son partenaire visionnaire, mais au moins, elle a gagné un abonnement gratuit au canapé de ses parents.